présidente. Mon nom est Josée Bourassa. C'est moi qui ai le plaisir de travailler avec le comité depuis février, depuis que les travaux sont amorcés pour le projet de fusion. Alors, ce soir, j'aurai le plaisir d'animer, de vous parler un peu du déroulement de la soirée. Dans une première partie, vous aurez la présentation de l'étude et par la suite, une période de questions. Et quand on sera arrivé à la période de questions, je vous donnerai un petit peu le déroulement. Alors, ce soir, c'est la présentation de l'étude d'opportunité en date d'aujourd'hui. Pourquoi on dit en date d'aujourd'hui? Parce que c'est un travail continu. Ce n'est pas, bien sûr, une présentation d'informations, de choses qui sont décidées d'avance, comme cannées, comme on dit en bon québécois. Ce sont des propositions, ce sont des idées et sur lesquelles le comité de travail a planché pendant de nombreuses semaines, plusieurs mois aussi. Et on est très fiers de vous présenter le résultat du travail jusqu'à maintenant. Avant d'aller plus loin, je vais céder la parole au maire, M. Marc Richard, maire d'Héberville, qui nous reçoit ce soir. Alors, merci José. Alors, bienvenue à cette soirée d'information concernant le projet de fusion avec Héberville Station et Saint-Bruno. Votre présence manifeste votre intérêt. Une bienvenue à ceux et celles qui visionneront cette rencontre via le web, qui sera disponible sur les sites Internet de nos municipalités. C'est un maire convaincu de la nécessité de regrouper nos forces afin de faire face aux défis qui nous adressent prochainement. Recherche de la main-d'œuvre, responsabilité gouvernementale, environnement et autres. Le statu quo n'est plus une alternative. Il faut écrire une nouvelle page d'histoire, comme l'ont fait avant nous les fondateurs de nos milieux respectifs. La recherche d'équité et le souci d'offrir des services de proximité sont au cœur du travail du comité. Vos commentaires me permettront de bonifier, d'améliorer ce document de travail. Je vous souhaite une belle rencontre, que nos échanges soient fructueux et qu'ensemble, nous allons aussi obtenir ce beau projet d'avenir. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Richard. Je vais demander peut-être à Florence de venir augmenter peut-être la capacité des micros pour que vous soyez tous et toutes capables d'entendre dans le fond de la salle. M. Richard, j'ai encore une question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous présenter les membres du comité qui participent et qui sont de votre municipalité? Alors, m'accompagnant Sylvain Lemay, directeur général, et Tony Côté, conseiller municipal. Merci beaucoup. Je passe la parole à M. François Claveau. Bonsoir, François Claveau, maire de Saint-Bruno. Les personnes qui m'accompagnent ce soir, c'est Mme Rachel Bourget, directrice générale de la municipalité de Saint-Bruno, et M. Sylvain Maltais, conseiller. Donc, on va essayer de prendre le micro un petit peu plus loin pour ne pas faire de distorsion. Un juste milieu entre M. Richard et M. Claveau, on va être parfait. Monsieur Michel Claveau. Bonsoir, Michel Claveau, maire d'Héberville Station. Alors, Marie-Ève Roy, directrice générale d'Héberville Station, qui m'accompagne, et Mme Émilie Vaillancourt, qui est notre conseillère municipale. Bonsoir. Merci, M. Claveau. Alors, comme vous voyez, le comité est très bien garni. Et pour nous accompagner depuis février pour les travaux, on a la chance d'avoir des gens du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui sont avec nous depuis les tout débuts, continuent de l'être. D'ailleurs, M. David Thibault, conseiller, est avec nous ce soir. Et les gens du ministère sont en mesure, bien sûr, non seulement de nous accompagner, mais de nous parler aussi des étapes officielles, des procédures que nous devons respecter quand il y a un projet de fusion. Et je ne suis pas l'experte. Je vais demander à David, justement, d'y aller avec le début de la présentation et vous dire un tout petit peu quelles ont été les étapes avant la présentation du document de ce soir. Bonsoir tout le monde, je m'appelle David Thibault, donc je travaillais avec mon collègue Alexandre Garon aussi qui a travaillé avec moi, donc je n'étais pas tout seul. Il ne pouvait pas être là ce soir malheureusement, donc là je vais faire toutes ces parties. C'est ça, donc comment on s'y prend pour procéder à une fusion municipale? On voit les étapes à l'écran, c'est écrit les étapes préliminaires. Donc pourquoi on parle d'étapes préliminaires? Parce que c'est des étapes qui ne sont pas encadrées par la loi. Donc, c'est une marche à suivre proposée par le ministère des Affaires municipales dans son guide sur le regroupement des municipalités.
à laquelle, dans le fond, on a adopté le comité de travail comme marche à suivre pour en arriver à la procédure qu'on appelle officielle, qui, elle, est prévue, là, encadrée par la loi. Donc, on en fait plus, finalement, que ce que la loi prévoit par le biais de ces étapes-là. Donc, la première étape, on suggère fortement de commencer avec une étude sur l'opportunité d'un regroupement. Donc, c'est ça sur quoi on travaille depuis le mois de février avec le comité. Puis c'est ça qu'on vous propose de vous présenter ce soir. Deuxièmement, on parle de la discussion des conditions de la fusion. Donc, c'est des discussions que les municipalités doivent avoir pour s'entendre sur le contenu de la demande commune de regroupement. Donc, c'est quoi une demande commune de regroupement? Bien, c'est la première étape officielle. Donc, ça va être un règlement qui va être adopté par les 3 municipalités pour demander à la ministre de regrouper, de fusionner les 3 territoires. Puis dans ce document-là, on doit prévoir plusieurs choses. Comme par exemple, on doit prévoir le nom de la nouvelle municipalité fusionnée, qui vont être les membres du conseil provisoire de la nouvelle municipalité. Donc le conseil provisoire, c'est les élus qui vont siéger dès l'entrée en vigueur de la fusion jusqu'à la date de la première élection générale. Donc on doit prévoir aussi la date de la première élection générale. On doit prévoir si la nouvelle municipalité va être régie par la loi sur les cités et villes ou le code municipal. Donc c'est les 2 lois générales qui régissent les municipalités au Québec. Donc il y a un choix qui doit être fait. On doit prévoir qui va être le DG, etc. Donc bref, les 3 conseils doivent s'entendre sur ces éléments-là en discutant, en négociant. Et la troisième étape, les séances d'information publique. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a fait hier puis avant-hier aussi. Donc l'objectif, c'est de vous partager le fruit du travail qui a été fait par le comité depuis le mois de février. Et puis évidemment, vous entendre à la fin, lors de la période de questions, si vous avez des commentaires ou des suggestions ou des questions. Ensuite, notre rôle au ministère lors d'une fusion municipale, en fait, on est là du début à la fin du processus. Donc, on est là pour informer le comité sur l'encadrement légal d'un processus de fusion. Tout ça a commencé d'ailleurs par une séance au mois de janvier qui a été, dans le fond, on a été sollicité pour faire une séance sur le processus de fusion aux 3 municipalités. C'est ça qui a enclenché ensuite le processus. On est là pour la réalisation de l'étude d'opportunité d'un regroupement. Donc, je précise quand même que ce n'est pas l'étude du ministère, ça demeure l'étude des municipalités. Donc, il n'y a pas le logo du ministère sur le document, mais nous, on fournit des outils. On a un modèle d'étude qu'on propose également pour pas que les municipalités aient toujours à recommencer à zéro. Donc, on leur fournit des outils. On peut être là aussi lors de la discussion sur les conditions de la fusion. Si on a des questions lors de ces rencontres-là, je sais que le comité est déjà avancé là-dessus, puis on n'a pas été sollicité, il semble très autonome, très compétent à ce niveau-là, donc tant mieux, nous on est en soutien, donc on est là au besoin. Alors si ça se passe très bien, il n'y a aucun problème, à ce qu'on ne soit pas là non plus tout le temps. Et on est là aussi lors des séances d'information publique, comme ce soir, pour expliquer un peu la démarche, puis répondre aux besoins de questions peut-être plus techniques sur la loi, sur le processus. Et puis, évidemment, si la fusion va de l'avant, on est là évidemment après la fusion, parce que c'est une grande période de transition qui suit, donc ça soulève des questions, alors on est là aussi, bref, de A à Z. Au niveau de la méthodologie de l'étude, donc on propose un modèle d'étude que le comité a adopté aussi. L'étude, elle comprend 2 grandes parties. Donc la première partie, c'est des informations plutôt factuelles sur les municipalités. On parle aussi des enjeux qui ont mené à la réflexion en vue d'une éventuelle fusion, mais aussi des enjeux reliés à la fusion en tant que telle. Puis aussi une partie financière de l'étude. Dans la partie financière, qu'est-ce qu'on propose? C'est un scénario budgétaire des 3 municipalités fusionnées. Donc on est parti des budgets adoptés en décembre dernier par les 3 municipalités, donc le budget 2025. On les a mis dans un même fichier, puis là, on les a finalement mis en commun. Donc, on s'est questionné dans le budget, à chaque ligne du budget, si, en étant fusionné, il y avait des économies possibles, puis à l'inverse, si, en étant fusionné, ça provoquait des investissements supplémentaires. Donc, ça nous donne un scénario budgétaire, ça nous donne une idée, finalement, du budget qu'aurait eu le budget 2025 des municipalités fusionnées. On est parti avec des hypothèses de travail que Rachel va vous présenter plus tard. Donc, si on avait choisi d'autres hypothèses, on serait arrivé à d'autres chiffres. Mais bref, il a fallu prendre des décisions pour les fins de l'étude seulement. Donc, c'est un scénario budgétaire pour les fins de l'étude seulement. Il n'y a évidemment rien d'adopté.
Puis, dans le cadre de l'étude, les municipalités ont mis en poste un comité composé, qui sont tout le monde à l'avant, composé d'élus puis de fonctionnaires municipaux. Donc, les élus mandataient finalement, on s'entendait sur le contenu de l'étude, puis nous, en collaboration avec le comité, on faisait les mandats qui ont été donnés par les élus du comité. Pour ce qui est du déroulement des travaux, en fait, pour présenter ce qui a été fait jusqu'à ce soir, on peut voir à l'écran que ça a commencé le 15 janvier avec la séance d'information dont je vous parlais, qu'Alexandre, mon collègue et moi, on a fait aux 3 municipalités. Donc, c'est une présentation de base qu'on fait régulièrement des municipalités qui sont intéressées par ce processus-là. Et puis, ça a porté fruit, semble-t-il, parce que le 3 février, les 3 conseils municipaux ont adopté une résolution pour aller de l'avant. Donc, pour solliciter l'accompagnement du ministère des Affaires municipales pour aller de l'avant avec la démarche qui était proposée. Résolutions qui ont été adoptées, effectivement, Sylvain, à l'unanimité dans les 3 conseils. Ensuite, en mars et avril, là, ça a été le moment de la collecte de données pour documenter le contenu de l'étude. Donc, le 12 mars, il y a eu une première rencontre du comité pour établir un échéancier, répartir les rôles de chacun, s'entendre sur le contenu de l'étude en tant que telle. Et le 16 avril, les élus se sont réunis entre eux, puis nous, on leur a fourni un questionnaire auquel ils devaient répondre pour documenter justement le contenu de l'étude. Puis quand on a reçu ça, nous, on a un peu arrangé ça au ministère, on a fait la petite job de rédaction, si on veut, mais ça a été une bonne rencontre, je pense, de tous les élus ensemble pour réfléchir finalement à qu'est-ce qu'ils voyaient comme étude. Et on a eu une séance un peu intensive de 3 jours de travail, Alexandre et moi, et les 3 DG, donc les 17, 23 et 24 avril, pour travailler vraiment sur le budget. Donc, dans le fichier Excel dont je vous parlais, donc ça a été un travail quand même systématique. On est passé à travers chaque ligne du budget pour proposer un scénario qui tient la route. Ensuite, le 30 avril, il y a eu la rencontre numéro 2 du comité. L'objectif, c'était de présenter le travail qui a été fait, le scénario budgétaire, les contenus qui avaient été préparés pour l'étude. Et on a parlé aussi des étapes qui s'en venaient, dont les séances d'information publique, entre autres. Puis, tout ça nous amène à cette semaine, donc lundi, le 9 juin. En fait, la même présentation qu'on vous fait ce soir a été présentée à l'ensemble des élus des 3 municipalités. Puis, cette semaine, donc mardi soir, on était à Héberville-Station, hier à Saint-Bruno, et ce soir, on est avec vous à Héberville. Donc, c'est le travail que, dans le fond, c'est où on est rendu. Quand je vous parlais d'étapes préliminaires, les étapes préliminaires se terminent pas mal ce soir avec la séance d'information publique. Puis, les procédures officielles, je pourrais vous en parler là, à la fin de la soirée. Merci beaucoup, M. Thibault. Alors, pour démarrer vraiment la présentation du contenu, maintenant, vous savez, il y a une question qui se pose quand on démarre un projet de fusion, c'est pourquoi est-ce qu'on veut fusionner? Alors, pour répondre à cette question et vous présenter l'argumentaire qui a forgé la décision, je vais laisser la parole à nos 3 maîtres. M. Richard. Alors, pourquoi se fusionner? Alors, vous voyez sur l'écran, on a une vulnérabilité organisationnelle. Alors, cas de départ au niveau du personnel, des imprévus, différents congés. On a aussi de la difficulté pour le respect des obligations légales et réglementaires, environnementales et autres. Alors, puis aussi, nous avons une capacité financière qui est limitée. Les bienfaits de ce regroupement-là, alors on a une plus grande attractivité, consolidation et optimisation des services municipaux, spécialisation des ressources, plus grand accès aux subventions gouvernementales. Et les opportunités, alors synergie de développement des services, haut loisir, développement local, mise en commun d'équipements des infrastructures, levier de développement économique et touristique, et on a un pouvoir d'achat et économie substantielle. Nous avons aussi la communauté d'appartenance. Alors, on a des liens naturels. Alors, nos 3 municipalités sont au cœur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 1976, on déposait une planification et des règlements d'urbanisme communs. Alors, schéma d'aménagement de la plaine d'Héberville. Puis, on a déjà des équipements qui sont en commun. Pensons à l'école secondaire Curie-Hébert, l'aréna Samuel Gagnon,
la gare de train de passagers et le Mont-Lac-Vert, etc. Maintenant, pour ce qui est des services municipaux et des ressources humaines, bien, présentement, Iberville Station assume en partie l'administration c'est-à-dire Iberville assure en partie l'administration d'Iberville Station. Saint-Bruno, quant à elle, prête main forte à Iberville Station en urbanisme, en inspection et en hygiène du milieu. Iberville Station et Saint-Bruno ont en commun depuis plusieurs années, un réseau d'eau potable dont la source se situe sur le territoire d'Iberville. Iberville Station, présentement, a une entente concernant la fourniture de services en travaux publics. Il nous arrive fréquemment de partager certains équipements entre les 3 municipalités. Comme exemple, je donnerais le camion, les souffleurs, un détecteur de fuite et bien d'autres. Nous disposons d'un support en loisirs pour différentes activités sporadiques entre les 3 municipalités. En terminant, comme exemple, davantage d'une mise en commun, quand nous avons fait l'achat des compteurs d'eau, l'appel d'offres en commun nous a permis d'obtenir un bien meilleur prix pour l'achat de ceux-ci, contrairement si nous l'avions fait séparément pour chacune des 3 municipalités. Et là, on peut voir, on peut voir la diapositive ici, c'est la nouvelle municipalité regroupée, le territoire d'Iberville Village, d'Iberville Station et de Saint-Bruno, qui en fait la première en superficie et la deuxième en population pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Ça va nous donner un total de 6 755 habitants de population. Et là, c'est comme je disais, la deuxième en importance à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Pour vous en dire plus, je vais passer le micro à Philippe Luzinski qui va parler de l'urbanisme en ce qui concerne le territoire. Merci, Monsieur le maire, de me faire partager avec nos citoyens la vision de l'urbanisme sur notre territoire fusionné qui va représenter un grand potentiel. Tout d'abord, comme on disait, un territoire immense, le plus grand de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de loin, avec 381 km². Ce territoire va s'étendre des limites d'Alma jusqu'à travers les limites des TNO qui vont toucher la région de Québec. On pense aussi à la frontière regroupant le Haut-du-Lac et le Saguenay. Un immense territoire qui va occuper une position stratégique sur tous les axes de transport régionaux. Ça, c'est un avantage et une force majeure parce qu'on va recouper tous les axes routiers importants du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 170, 169 entre autres. Les voies ferrées passent toutes par notre nouveau territoire regroupé. Les réseaux de gaz passent aussi, les grands réseaux d'électricité, les bassins hydrographiques d'une importance inouïe. Et tout ça va regrouper une masse démographique, comme on disait, avec ces 6 750 personnes qui nous placent en deuxième position. Nous sommes le sous-pôle après Alma. Ça va représenter un avantage majeur au niveau de la location des nouveaux espaces de développement si on se fie aux obligations qu'entourent les orientations du gouvernement dans le cadre des nouvelles planifications d'urbanisme. Je pourrais parler aussi d'un territoire qui va représenter une force réelle au niveau agricole. Vous comprenez qu'au niveau agricole, dans nos 3 municipalités, on va regrouper 86 immeubles agricoles, dont les plus importants du Lac-Saint-Jean. Au-delà des 86 immeubles agricoles, je pense qu'on va avoir toute la boucle de la grappe industrielle agricole. Je pense au siège social de Nutrinor, je pense au commerce de gros qui vendent des tracteurs et autrement, je pense au centre de distribution de grains, de propane, je pense à une usine de congélation, des parcs industriels, tout ça qui regroupe une masse de travailleurs jour directement dans notre municipalité à tous les jours. Alors ça représente un milieu de vie et une capacité économique notable. Je parlais du territoire qui nous plaçait en deuxième position, le deuxième pôle. Cet élément
va contribuer à l'établissement d'un parc de logements majeur, le deuxième après Alma, le plus important. En cinquième critère que je pourrais dire d'importance, c'est que nos territoires regroupés vont permettre d'offrir une gamme plus qu'impressionnante de services en loisirs et récréotouristiques. On pense au Mont-Lac-Vert, on pense au réseau de sentiers forestiers qui occupe tout le sud du territoire. Je pense à l'aréna Samuel Gagnon, au camping d'Héberville Station et aux différents plateaux sportifs qu'il y a tant à Héberville avec les terrains de soccer, baseball, skatepark. Pareil pour Héberville Station et Saint-Bruno aussi, qui a quand même une très bien équipée en terrain sportif. Je m'arrête là. Je pourrais vous en parler toute la soirée des avantages de notre territoire fusionné, mais vous n'êtes pas là pour écouter l'urbanisme, vous êtes là pour écouter nos élus. Merci, Philippe. Alors, qu'est-ce qui changerait, tant sur le plan administratif que financier, advenant qu'il y ait une nouvelle municipalité, qu'il y ait donc fusion? Pour vous parler donc de ces changements, je vais laisser la parole aux directeurs généraux, à commencer par M. Sylvain Lemay. Bonsoir tout le monde. Excessivement heureux de vous voir en si grand nombre ce soir. C'est toujours intéressant de préparer un projet, mais de voir qu'il y a autant d'intérêt. Pour nous, c'est notre pays, en toute honnêteté. Je vais y aller un petit peu avec mon cœur avant de présenter ce que j'ai à vous livrer. Je me rappelle d'avoir rencontré M. le maire il y a 3 ans en lui spécifiant que j'avais de l'intérêt à revenir au point de vue de la municipalité parce que je voulais venir pour les bonnes raisons. Et je vous assure que la fusion en fait partie. Je suis convaincu, pas à 100%, à 150%, pour nous et pour nos enfants, que c'est le meilleur projet qu'on peut leur présenter pour l'avenir. Monsieur le maire en a fait référence, on va réécrire l'histoire et c'est le premier jalon pour d'autres projets à venir. Et je suis convaincu qu'avec nos populations, avec nos territoires et notre richesse, on va faire l'envie de bien du monde. Alors, sans plus tarder, je vous présente la partie qui nous touche plus spécifiquement les directeurs généraux. On parle d'organisation politique, le conseil municipal et la représentation au sein de la MRC. Les séances du conseil, qu'est-ce qui va se passer avec ça, les organisations municipales et les syndicats. Marie-Ève va vous parler des dessertes des services municipaux et des équipements et infrastructures. Et Rachel va vous parler des budgets et des hypothèses que nous avons établies ensemble. Alors, la prochaine page concerne l'organisation politique. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'actuellement, il y a 3 municipalités, 1 maire, 6 conseillers par municipalité. Les municipalités d'Héberville et de Saint-Bruno, nous avons des 6 districts électoraux, alors que le conseil municipal de Héberville Station, les gens sont tous élus au suffrage universel. Le conseil de la MRC dispose, autrement dit, quand les maires vont nous représenter à la MRC, chacun dispose d'un vote. Présentement, c'est la situation. Et dans une éventuelle demande commune de regroupement, les élus devront se prononcer maintenant sur les modalités d'élection de la future municipalité qui risque bien évidemment de ressembler à la création de districts électoraux également. Il se passe quoi après la fusion? Un coup qu'on a dit oui à tout ça. Ce que recommande le comité qui est devant vous aujourd'hui, on dit bien recommandation, c'est la constitution d'un conseil provisoire de 9 élus, qui seraient 3 élus par municipalité. Et bien évidemment, les maires, les 3 maires, sont d'office membres du comité provisoire. On a convenu ensemble que les maires actuels vont être élus en alternance pour la gestion de la nouvelle municipalité au niveau de la demande commune. Autrement dit, un maire va être 4 mois en fonction, le second maire 4 autres mois, et ainsi de suite, jusqu'à la prochaine élection générale. C'est comme ça qui a été décidé au point de vue du comité. À la première élection générale suivant le regroupement de demande commune, prévoir d'assurer une représentation de chacune des anciennes municipalités au sein du nouveau conseil et on va créer, bien évidemment, 6 districts électoraux parce que la volonté du comité, c'est qu'on revienne à 7 élus. 1 maire, 6 conseillers.
Vous me suivez bien? Comité transitoire 9. Lorsqu'à la première élection générale va suivre, on va retomber à 7. Bien évidemment, sur le plan de la représentation, vous comprendrez qu'en ayant une seule et unique municipalité regroupée, si on retourne à la MRC, on pourrait avoir un seul vote plutôt que 3 présentement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un pouvoir politique qui est important au niveau de la MRC. Alors, il y a des représentations qui sont faites actuellement pour s'assurer de préserver ces acquis-là. Et on va même jusqu'à tenter de préserver le droit de veto que Saint-Bruno possède déjà au niveau du pouvoir de la MRC. Est-ce que ça va pour l'instant? C'est-tu bien compris? Va pas trop vite? Ça va? Alors maintenant, je passe à la notion administrative. Alors, on dit les séances du conseil, actuellement, ça se tient dans chacun des hôtels de ville. Ben, il y en a qui, parmi vous, que je vois, là, qui viennent quand même assidûment au conseil. Ben, lors de conseil après fusion, ben, les séances du conseil vont se tenir, mais en alternance dans chacun de nos milieux. C'est pas parce qu'on fusionne qu'on va centraliser toutes les activités des séances du conseil. Actuellement, les équipes sont situées dans chacune des hôtels de ville. Alors, les directeurs généraux dans chacun des hôtels de ville, l'administratif, l'urbanisme, alors toutes les équipes, le loisir, tout est centralisé dans chacune des municipalités. Et on a retenu le comité, on recommande que Saint-Bruno est l'hôtel de ville avec tous les services administratifs. Alors, la centralisation de l'hôtel de ville administrativement parlant, c'est à Saint-Bruno. Et la raison pour laquelle on a choisi cette avenue-là, c'est en fonction du fait que Saint-Bruno est la plus importante en termes de population. Il y a une présence d'une institution financière pour la gestion financière, Desjardins, que j'ai géré un bon bout. Et j'étais pas là quand ça s'est fait, le reste. Qualité de l'immeuble et son potentiel pour le nombre de bureaux. Alors, c'est la raison pour laquelle on recommande ceci. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif d'une fusion, c'est pas de créer des immeubles de 20 étages. Hier, je disais 17, parce que peu importe le nombre, on veut pas avoir des éléphants. Ce qu'on veut, c'est préserver les immeubles qu'on a actuellement pour éviter d'avoir des investissements massifs. Alors, que ce soit les services administratifs à Saint-Bruno, ben, il va y avoir des services d'inspection, des services d'hygiène du milieu, des services de travaux publics. Bien évidemment, on va avoir besoin de ces immeubles-là pour localiser l'ensemble de nos employés. Ça va toujours? Oui. Mis à part Desjardins? Oui. Séance du conseil, direction générale, greffe et trésorerie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chacune des municipalités a un directeur général, greffier, trésorier. Vous les avez tous les 3 en avant. Alors, l'impact après la fusion, bien évidemment, j'ai réalisé quand même plusieurs projets de fusion et j'ai assisté à plusieurs dans d'autres organisations. Bien souvent, des fusions avortaient lorsque ça venait le temps de déterminer qui assumerait la direction, soit d'une caisse ou d'une banque, peu importe. Bien souvent, l'enjeu principal est à ce niveau-là. Nous, les 3 DG, on s'est rencontrés. On a fait part de nos ambitions. On a fait part également de ce qu'on souhaitait. On a venu établir également des projets de structure. Et en fonction de ces discussions-là, on a fait ça en toute ouverture. Et finalement, on a convenu que la personne qui devrait gérer la future municipalité serait la directrice générale de Saint-Bruno, à la personne de Mme Rachel Bourget, par rapport à ses connaissances et ses compétences également. Et ça n'enlève rien au rôle de Marie-Ève qui aura une super de belle place au point de vue de l'organisation. Et possiblement que moi, je vais me retrouver dans mes terres un jour. À nouveau dans mes terres un jour. Si on poursuit, l'organisation du travail, alors on a fait un exercice de priorisation des besoins, les 3 DG ensemble. Bien évidemment, après la fusion, l'organisation du travail va être sous la responsabilité de la nouvelle directrice générale. C'est sûr qu'on va travailler en commun ensemble, mais il va falloir effectivement déterminer quels sont les besoins réels de la nouvelle organisation. On a travaillé une macrostructure. Macrostructure était la composition de tout l'ensemble des cadres de la nouvelle municipalité qui va être pourvue de 54 employés. Présentement, c'est ça le nombre d'employés qu'on possède, mis à part les employés qui sont au point de vue des camps de jour, des emplois sporadiques,
Mais ces 54 employés permanents, vous comprendrez que, bien évidemment, que ça va nous prendre une structure qui est adaptée en fonction de cette réalité-là. Et la beauté de la chose, c'est qu'en ayant une structure unique, on va être capable, bien évidemment, d'avoir des directions avec de la spécialisation et des compétences dans chacun des départements. Et bien évidemment, à l'intérieur de nos organisations, il y a des gens qui vont avoir des prétentions à occuper ces postes-là. Et on va prendre le soin de rencontrer nos employés pour voir, de un, leurs ambitions, de voir où est-ce qu'ils souhaiteraient travailler, de quelle façon ils voudraient se spécialiser. Alors, on va prendre le temps de bien réaliser cet exercice-là. Le conseil et la direction vont mettre en place des outils de gestion du changement. Bien, on ne fera pas ça en vase clos. L'ouverture à écouter nos employés, bien, elle va être présente, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain parce qu'une grosse organisation comme celle-là, bien, va nécessiter inévitablement du temps avec des essais-erreurs, mais je suis convaincu qu'avec l'expertise qu'on a, tout le monde va en avoir pour son argent. Point de vue des syndicats, présentement, les 3 municipalités sont syndiquées. Saint-Bruno, c'est la FISA, Iberville-Station, la FISA également. Iberville, c'est la SCFP. Toujours de la misère à dire, je ne sais à rien, je ne m'habituerai jamais à ça. Les exécutifs syndicaux, avant de vous rencontrer, bien, quand on a amorcé le projet de fusion, on les a rencontrés, les exécutifs, pour leur faire part de nos intentions. Et en toute transparence, on a obtenu une très, très belle ouverture à explorer cette avenue-là. C'est ce qu'on a obtenu dans les 3 municipalités et non pas une seule. Bien évidemment, bien, dans le cadre d'une municipalité regroupée, ça prend un seul syndicat et c'est les syndiqués eux-mêmes qui devront ensemble choisir quelle accréditation ils choisiront. La beauté de la chose dans une fusion, c'est que tous les employés, en vertu des dispositions de la loi, conservent leurs emplois sans perte de traitement. C'est pas parce qu'on fusionne qu'on va couper des postes ou que les gens vont être licenciés. C'est prévu par la loi. Et la plupart du temps, quand il y a des fusions municipales, on vient chercher la meilleure convention. Dans notre cas, nous, c'est les 3 municipalités. Et on vient appuyer les nouvelles conditions à l'intérieur de la nouvelle municipalité qui va être fusionnée. Alors, aucun employé congédié, des belles perspectives de croissance de carrière. Et tout ça avec, je dirais, les moyens d'avoir des équipements, avoir des formations à la hauteur de leurs aspirations. Alors, c'était ma partie à moi. Je cède maintenant la parole à Marie-Ève. Moi, j'aime mieux présenter debout. Je respire mieux. Tony, s'il vous plaît, merci beaucoup. Moi, je vais vous présenter au niveau des dessertes de services au niveau de la population qu'on a au niveau de nos municipalités. Nous, les 3 DG, Rachel et Sylvain et moi, on a fait une évaluation au niveau de nos services et puis on a vu après ça, au niveau d'une fusion, quels seraient les impacts. Puis ensuite, on a validé ça auprès du comité de travail. Au niveau de la sécurité policière, qui est régie par la Sûreté du Québec, écoutez, on a eu toute qu'une frousse quand on a vu ça. L'impact d'une fusion, dans le fond, au niveau actuellement, chaque municipalité paye une quote-part au niveau du service de la Sûreté du Québec. L'impact de la fusion des 3 municipalités ensemble serait une hausse de 190 875 $ pour les services de la Sûreté du Québec. Par contre, moi, je vais laisser David vous parler au niveau du programme PAFREM un peu plus tard. Et je vais laisser aussi Rachel vous expliquer la raison du pourquoi, parce que c'est un calcul quand même assez complexe, que c'est le ministère qui nous a appris ça, mais je tiens à dire, c'est pas le ministère des Affaires municipales qui contrôle au niveau de ces outils-là, puis ce montant-là, c'est vraiment le ministère de la Sécurité publique. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette augmentation-là serait absorbée par un programme de subvention qui va vous être présenté. Et lorsque Rachel va vous présenter le budget de l'an 1, cette somme-là est considérée, fait qu'elle est absorbée par le programme. Au niveau de la sécurité incendie, actuellement, nous sommes régis par la Régie de sécurité incendie secteur sud. Et puis au niveau de la fusion, ça n'aura aucun impact. On va quand même payer nos quotes-parts, puis la couverture incendie sera la même.
Au niveau des travaux publics, chaque municipalité a sa propre équipe de travaux publics. Au niveau d'Héberville et d'Héberville Station, je vous dirais que c'est plus des équipes multidisciplinaires. Au niveau du service des travaux publics. Au niveau de Saint-Bruno, c'est un peu plus des petites équipes. C'est peut-être un petit peu plus structuré au niveau des tâches de voirie. N'empêche qu'ils font aussi du travail multidisciplinaire. Évidemment, l'avantage au niveau d'une fusion, c'est vraiment une création d'une équipe en travaux publics. Fait que s'il y a une équipe qui balaie les rues, bon, bien, il peut faire d'autres choses, réparer, faire de l'asphaltage en même temps, ça n'impactera pas, ça va être une efficience supplémentaire au niveau du service. Et aussi, ça va permettre d'harmoniser aussi des méthodes, des procédures et des programmes de prévention s'il y a nécessité qu'on se doit d'être conforme à ce niveau-là. Puis, c'est une mise en commun aussi de nos matériels roulants aussi. Au niveau de l'urbanisme et de l'inspection, actuellement, Saint-Bruno a un urbaniste et un inspecteur à l'interne. Au niveau Héberville Station, c'est à pourvoir, mais actuellement, on est desservi par Saint-Bruno de journée-semaine. Et pour Héberville, il y a un inspecteur à l'interne, mais un urbaniste à l'externe. Toujours aussi, au niveau de la fusion, c'est vraiment une équipe, dans le sens au niveau de l'urbanisme et au niveau des inspecteurs municipaux. Et puis aussi, l'opportunité qui s'est présentée également, c'est que la MRC Lac-Saint-Jean-Est a travaillé en collaboration avec les 14 municipalités de la MRC sur un exercice afin de regrouper les services que la MRC pourrait, dans différents secteurs, nous accompagner au niveau des équipes locales de nos municipalités. Fait que dans le fond, c'est vraiment une opportunité qu'on aurait dans différents secteurs, dont au niveau de l'urbanisme et l'inspection. Au niveau de l'hygiène du milieu, bien, comme Sylvain nous a présenté, non, c'est pas Sylvain, je me mêle tout le temps, c'est messieurs les maires qui nous ont présenté ça, que Saint-Bruno a une équipe d'hygiène du milieu avec Héberville Station. Et puis, l'activité est réalisée par l'équipe des travaux publics pour la municipalité d'Héberville. Et puis aussi, bien, c'est vraiment la création d'équipes d'hygiène du milieu. C'est comme je répétais tantôt, au niveau d'Héberville Station puis d'Héberville, c'est des équipes multidisciplinaires. Fait que l'impact de la fusion, ça serait vraiment des équipes dédiées aux travaux publics et au niveau d'hygiène du milieu. Puis au niveau de la MRC Lac-Saint-Jean-Est aussi, il y a des pourparlers à avoir une ressource d'un ingénieur en eau qui pourrait accompagner nos équipes afin d'améliorer les services au niveau de l'hygiène du milieu, parce qu'on sait que l'eau, tant l'eau potable que l'eau usée, est extrêmement importante. Au niveau des loisirs, chaque municipalité a des employés dédiés aux loisirs. Puis c'est vraiment aussi le but d'une fusion, l'impact, ça serait la création d'une équipe au niveau des loisirs, évidemment, afin d'offrir une offre complémentaire et attractive pour les citoyens, tant au niveau de la jeunesse que pour les aînés. Au niveau des matières résiduelles, bien, les municipalités sont actuellement desservies par la RMR. Et puis, au niveau d'une fusion, ça n'a aucun impact à ce niveau-là. On continue avec les centres d'équipement communautaires. Comme vous savez, Saint-Bruno détient une aréna et Héberville Station et Héberville détiennent également des équipements et immeubles. Et l'impact de la fusion, bien, c'est sûr, ça serait de maximiser nos immeubles. C'est comme Sylvain l'a mentionné tout à l'heure, le but, ce n'est pas de nous départir de nos immeubles, c'est justement de les maximiser au niveau de réutilisation. Parc, terrain de jeu et équipements de sport et de loisirs. Les 3 municipalités sont quand même très bien organisées et structurées à ce niveau-là. Et puis, je reviens aussi à ce que je disais tantôt, pour ces équipements-là permettraient justement là, une offre complémentaire au niveau de nos loisirs. Au niveau de nos bibliothèques aussi, on a 3 bibliothèques, une dans chacune des municipalités et qui ont un bon dynamisme au niveau de leur localité. Après une consultation avec le réseau Biblio, et puis c'est quand même une bonne nouvelle, on est très content de ça aussi, c'est que lors d'une fusion, chaque municipalité conserverait leur bibliothèque dans leur secteur. C'est quand même un bon ancrage dans leur milieu. Et puis, ça déborde aussi des frontières physiques, ça a beaucoup d'activités, fait que c'est vraiment, on a trouvé quand même, c'est un très bel avantage. Et puis, ça n'empêche pas que les coordonnateurs ou les coordonnatrices des bibliothèques ne peuvent pas offrir des services dans chacune de leurs bibliothèques.
Au niveau du logement, bien, c'est sûr, là, ça, c'est un enjeu pour tous, puis nous, on n'y échappe pas. Là, la pénurie de logement, c'est un enjeu quand même extrêmement important et ça ne sera pas s'améliorant. Et puis, je vais répéter ce que M. Philippe nous a expliqué tantôt, qu'on parle de projets potentiels à venir dans le court et moyen terme. C'est vraiment en lien que le fait qu'on soit une plus grosse municipalité, notre marge de manœuvre est quand même mieux pour avoir des belles opportunités au niveau du développement de notre territoire, dont avoir des logements supplémentaires. Au niveau de l'Église, chacune des municipalités sont en évaluation au niveau de leur Église, et ce, à différents niveaux. Et puis, bien, c'est sûr qu'il y a des projets potentiels à venir, et puis c'est des édifices aussi qu'on veut qu'ils demeurent. Puis j'axe aussi sur le fait qu'il faut maximiser leur utilisation. Aussi, bon, équipement et infrastructure. Dans le fond, chaque municipalité a ses propres équipements et infrastructures. Puis, dans le fond, les équipements, là, ils pourraient être mis en commun dans le cas d'une fusion. Je reviens au matériel roulant. Dans le fond, ça, c'est vraiment un bon avantage d'avoir, justement, de faire l'acquisition des achats groupés au niveau de certaines acquisitions. Et puis au niveau des immeubles, ben, je répète ce que Sylvain a dit, vraiment, notre objectif est de conserver les immeubles existants. Et puis aussi, je sais qu'il y a des immeubles qui abritent plusieurs organismes, nos BNL, les clubs et tout ça. Ça, ben, c'est sûr qu'on veut maintenir ça également. Et puis, le fait que le regroupement pourrait aussi, lors du conseil transitoire qui va vous être expliqué plus tard, va permettre aussi en cours de route d'évaluer les besoins, puis de réfléchir aussi afin d'améliorer puis d'optimiser notre service aux citoyens, au commerce et industrie. Au niveau de la planification territoriale, chaque municipalité a son propre plan d'urbanisme et son propre règlement de zonage. Là, je ne me mêlerai pas des dates ce soir, je vais essayer de me lire comme il faut. Au niveau du plan d'urbanisme, lui d'Héberville, il date de 2004, Saint-Bruno 2006, Héberville-Station 2004, et il y a eu une mise à jour en 2012. Au niveau des règlements de zonage, Héberville 2004, Saint-Bruno 2006, Héberville-Station 2004. Fait que vous voyez que sont quand même assez désuets et une refonte est quand même nécessaire. Et puis le fait d'avoir une vision commune, d'avoir les mêmes enjeux au niveau de nos territoires, M. Philippe a encore fait mention tout à l'heure, fait que c'est sûr que le fait d'avoir un plan d'urbanisme et harmoniser nos règlements, ça serait vraiment très bénéfique pour avoir une cohérence sur le développement de notre territoire. On a déjà commencé un petit peu, mais c'est sûr que nous, chaque municipalité, de toute façon, il faut refaire notre règlement, notre plan d'urbanisme, en lien avec le schéma de la MRC qui est aussi actuellement en refonte. Alors, au lieu de faire 3 plans d'urbanisme, en faire juste un, c'est vraiment une bonne économie. Et puis, en plus, on a la chance aussi que M. Lusinski avait déjà fait nos règlements et notre plan. Alors, déjà qu'on a notre compétence, on a notre expert afin d'harmoniser tout ça et d'être gagnant avec le schéma d'aménagement, ainsi d'avoir un beau plan à jour et des règlements à jour. Fait que c'est pas mal ça. Merci Marie-Ève. Pour la portion des chiffres, Mme Rachel Bourget. Bonsoir tout le monde. Les hypothèses de travail du budget l'an 1. Okay. Les rôles d'évaluation, ils sont uniformisés selon la population, c'est-à-dire la proportion médiane de la municipalité la plus populeuse, soit Saint-Bruno. Tous les rôles d'évaluation des 3 municipalités sont uniformisés. La taxe foncière générale, elle va être à taux varié. Vous avez les tarifications. Quand on parle de tarification, on va vous parler de tarification d'eau potable, d'égouts, eau usée. On va vous parler également des poubelles. Tout ça, c'est inchangé. On ne touche pas à ça ce soir. Tout ce que vous avez sur vos comptes de taxes actuellement, qui sont ces services-là, ça demeure les mêmes. Les revenus relatifs aux ententes intermunicipales. Quand on parle des ententes intermunicipales, tout à l'heure, au début, on parlait des ententes qu'il y avait entre les municipalités. Bien, quand une municipalité rend un service à une autre municipalité, bien, ça n'est pas fait gratuitement. La municipalité charge un montant et l'autre municipalité, elle paie. Donc, on n'a pas considéré
ces montants-là, parce que c'est comme un plus puis un moins entre nos municipalités, donc on laisse les budgets tels quels avec ça. Ça s'annule autrement là, quand on fait le rapport des 3 municipalités. Il y a une mesure de neutralité financière qui assure à la nouvelle municipalité que les transferts gouvernementaux demeurent inchangés. Ça, ce que ça signifie, c'est que si on regarde comme la péréquation, ben, je vais parler pour Saint-Bruno, les autres municipalités en ont sûrement. Actuellement, nous, la péréquation en 2025, c'est environ 125 000 $. Donc, ce montant-là est assuré, si je prends l'exemple de la péréquation, pour les 10 prochaines années sans changer. Si on faisait le calcul de péréquation avec les 3 municipalités regroupées, avec une population de 6 000 quelques habitants, comme on vous disait tout à l'heure, bien, possiblement que notre péréquation diminuerait. Mais là, ce qu'on a comme garantie avec cette nouvelle disposition légale-là, c'est que la péréquation va demeurer intacte. C'est un exemple, en tout cas, mais pour d'autres, il y a d'autres formes d'aide financière que nous recevons. Je vais penser aux transferts aussi que nous avons pour le ministère des Transports. Bien, ces montants-là qu'on a actuellement, ils vont demeurer intacts pour les prochaines années. On dit aussi qu'outre la somme de 190 875 pour pallier à la hausse de la Sûreté du Québec, ce que nous expliquait tout à l'heure Marie-Ève, la très bonne nouvelle que nous avons eue, ce calcul-là est fait, c'était fait, en fait, quand il y a eu des négociations pour l'augmentation des... Vous vous souvenez, il y a eu des moyens de pression à un moment donné, la Sûreté du Québec, il y a eu des négociations avec les municipalités. Pour pallier à la hausse qui était quand même importante aux municipalités, pour les municipalités de moins de 5 000 habitants, il y avait comme une disposition qui venait diminuer le montant. Vu qu'on arrive en plus de 5 000 habitants, bien, cette disposition-là s'annule, donc on devra payer 190 875 de plus et on n'aura pas nécessairement plus de policiers sur notre territoire. En tout cas, c'est un peu ce que ça veut dire. La mise en commun du remboursement du service de la dette, celui-là, bien, on s'en est servi pour notre scénario budgétaire de l'an 1. Donc, vous avez devant vous l'hypothèse de ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, les 4 budgets de l'année. Je vais trop vite, M. Tony. Oui, donc vous allez vite, là. Oui, c'est ça. Je vais prendre le temps. Donc, vous avez les 4 budgets. Vous avez Saint-Bruno, Héberville, Héberville Station, les 3 premières colonnes. Ça, c'est vraiment intégralement les budgets, les revenus qu'on a prévus pour chacune des municipalités pour l'année 2025. La 4e colonne que vous avez, on a, la colonne s'appelle régularisation. Ça, c'est la diminution des revenus dans le cas où on avait une nouvelle municipalité fusionnée, c'est-à-dire que vu qu'on a moins de dépenses, ben, ça diminue nos revenus. On a moins besoin d'aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables. Donc, c'est 526 998 $ de moins qu'on ira chercher dans les poches des contribuables. Ce qui fait que pour la nouvelle municipalité, celle-ci aurait un budget de 16 271... 16 millions, excusez, merci. 16 271 550 $. On parle des revenus, mais je vais vous montrer les dépenses. Je suis là. Vous y êtes, OK? Le temps que je me tourne. En fait, vous avez, encore une fois, les 3 premières colonnes, c'est les budgets qu'on a adoptés dans chacune de nos municipalités. Et la 4e colonne, les régularisations, on va les prendre ligne par ligne. Administration générale, vous avez Saint-Bruno, c'était 979 835, 914 625 pour Héberville, 611 280 pour Héberville Station. Quand on fait la régularisation, on soustrait 310 000 de ces dépenses-là pour arriver à la nouvelle municipalité qui nous donnerait une administration générale de 2 195 740. Pourquoi qu'on dit 310 000? Bien, il y a 175 000. Tout à l'heure, on vous a parlé au tout début du nouveau conseil. Sylvain nous expliquait comment ça allait fonctionner. Actuellement, il y a 21 élus qui siègent dans nos 3 municipalités. Si on enlève 14, bien, il y a du budget de moins à considérer. Donc, c'est 175 000 $ pour cet item-là. C'est sûr que le 175 000, on vient considérer une certaine majoration de la rémunération des élus, c'est-à-dire que, considérant que la municipalité est plus populeuse, les élus ont de plus de responsabilités, donc une certaine majoration. On a également des adhésions, des cotisations, des applications logicielles, il y a des économies d'échelle, donc tout ça vient compenser pour le 310 000 que je vous expliquais.
On a également les audits annuels. Quand on fait faire notre audit annuel, notre vérification comptable, chacune des 3 municipalités, bien, ça nous coûte entre 40 et 50 000 chacun. Là, actuellement, bien, ça serait une municipalité. Vous voyez, là, les montants là, sont quand même importants quand on parle de ces choses-là. Vous avez des dépenses non récurrentes aussi qui ne reviendront pas. Exemple, Mont-Lac-Vert, vous avez les services juridiques. Actuellement, on paye un abonnement dans chacune de nos municipalités pour les services juridiques mensuels. C'est-à-dire qu'on paye un procureur pour qu'on puisse l'appeler quand on veut, puis quand on a besoin d'informations, quoi que ce soit. Bien, on a vu qu'on serait seulement qu'une municipalité, bien, ce serait juste un abonnement qu'on aurait besoin. Donc, ça fait le tour pour l'administration générale. Au niveau de la sécurité publique, le même principe encore, on a une augmentation ici de 30 000 $. On tient compte quand même de l'augmentation de la SQ, mais on a 30 000 $ en plus parce que quand on a fait l'exercice de... Est-ce que vous voyez, madame, la 4e colonne? Oui. 4e colonne, 30 000, vous voyez, sécurité publique. Si vous permettez, Rachel, je veux simplement mentionner aux gens que dès le début de la semaine prochaine, cette présentation-là va être sur les sites Internet. Donc, on est conscient que vous ne pouvez pas toujours tout noter ce soir. Et disponible papier dans les Et comme le dit Tony, disponible papier dans chacune de vos municipalités aussi. Et nous serons disponibles pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur ce document-là, je pense que ça pourrait être intéressant s'il y a des gens qui ont des questions. Ce n'est pas nécessairement évident souvent. Donc, vous avez la 4e colonne, c'est plus 30 000. On disait que ça, c'est pour les aléas au changement climatique. On est venu ajouter un 30 000 $ parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des dépenses qui ne sont pas tout le temps prévues dans ces cas-là. Au niveau des transports, la 3e ligne, la même chose. On a soustrait 200 000 ici. C'est l'optimisation de nos ressources, la mise en commun. Tout à l'heure, on parlait des véhicules, on parle du déneigement, tout ça. Bien, le fait d'être en commun, partir avec une équipe, on prétend qu'il y aurait une diminution de 200 000 $. Au niveau des jeunes du milieu, 27 000 $. Ici aussi, on a une question d'optimisation, mise en commun de nos ressources. C'est clair que ça coûte moins cher qu'avoir 3 équipes distinctes. Aménagement, urbanisme, développement, encore une fois, 20 000, c'est encore une question d'optimisation, application logicielle, on les paye plutôt de payer 3 fois, on en paye 1 fois. Tout ça pour vous dire qu'on arrive à un total de 527 000. Ce 527 000-là, je vous le dis, c'est un calcul on est très réservé dans notre calcul. Je pense qu'on pourrait faire quand même des économies encore plus importantes que ça. Au total, on arrive avec un total de budget en l'an 1 de la nouvelle municipalité de 13 519 736. Quand on regarde la 2e page, bien, vous voyez que la 3e page, c'est-à-dire les chiffres, le 527 000, ce qu'il nous dit, c'est que c'est 3,75 % de diminution des dépenses actuelles dans nos municipalités. Cette économie-là, elle peut être réinvesti en projet, ou en immobilisation, ou en service, ou tout simplement diminuer les taxes des citoyens des 3 municipalités. Je me permets une petite intervention. Oui, j'arrête en aller. Vous voyez 3,75 %, le réflexe normal, c'est pas beaucoup, dans une fusion 3,75 %. Cependant, les gens du ministère qui nous accompagnent dans notre projet, comme dans d'autres projets au point de vue du Québec, chacun des budgets regroupés, c'est entre 3 et 4 %. On n'est pas différent des autres, mais comme Rachel le signifiait, le budget qu'on vous présente, il est très conservateur. On aurait pu faire un projet qui aurait représenté 1 million d'économies, mais en même temps, s'il faut le concrétiser. Puis l'objectif initial, il n'est pas là, l'économie, c'est vraiment s'assurer qu'on vous offre des meilleurs services et on va optimiser au fur et à mesure. En fait, c'est s'assurer aussi qu'on a des personnes en poste dans chacun des postes dans nos municipalités. Souvent, c'est ça le problème. On n'a pas les ressources qui sont nécessaires pour occuper des postes. Taux de taxation, le nerf de la guerre. On dit le taux de taxation avant et après fusion. Je vais vous donner l'exemple de Saint-Bruno, le premier exemple. Au niveau résiduel, quand vous avez la ligne résiduelle, quand on parle résiduel dans des taux variés, c'est le résidentiel.
Donc, c'est 236 203 734. Ça, c'est l'évaluation globale de toutes les résidences du territoire de Saint-Bruno. Actuellement, le taux de taxation est à 1,023. Regroupé, on passerait à 1 $. Donc, il y aura une économie pour les résidents de Saint-Bruno de 54 326,86. Ça, c'est une économie globale. On poursuit avec les autres. Pour un total, là, est-ce que vous voulez que je vous donne toutes les lignes ou non? On va aller juste... OK. Donc, à la fin, les revenus perçus, ce serait de 4 248 394. On fait tout le même calcul pour l'ensemble des lignes. Le taux après serait à 3 926 073 après fusion, ce qui fera une économie totale de 322 321 pour les résidents de Saint-Bruno. Ça comprend les immeubles résidentiels, non résidentiels, l'industriel, le commercial agricole. C'est l'ensemble des catégories. C'est surtout l'industriel et le non résidentiel qui fait la différence pour Saint-Bruno. Merci, M. le maire. Au niveau du taux de taxation avant et après fusion pour Héberville, le résidentiel, on passe de 1 $, à 1 $ après fusion, parce que toutes les municipalités, les 3 municipalités vont passer au même taux. Donc, il y a une économie pour le résidentiel de 23 975,35. Pour un immeuble 6 logements et plus, c'est 1 $, 1 à 1,6, donc on est à plus 3015,81. Vous voyez, pour l'ensemble, c'est-à-dire que pour toutes les municipalités, pour tout l'ensemble du parc industriel, commercial, institutionnel à Héberville, on aurait une économie de 28 238 $. Là, vous ne l'avez pas au tableau, là, c'est moi qui ai fait les calculs. C'est 3 576 211 à 3 500 000. Oui, c'est ça l'erreur, il y a une erreur ici. Il y a une erreur ici dans le total, il faudra quelque chose. Ensuite, Héberville Station, le même principe. Le résiduel, 96 579 733, il passe de 1,3 à 1 $. Il y a une diminution de 2,9 cents du 100 $, donc ça fait 28 008,12 la diminution pour le résidentiel. Donc, si on regarde la même chose, au total, il arrive une augmentation de 10 449. Pourquoi? Parce que les immeubles non résidentiels, c'est-à-dire l'industriel et le commercial, ils ont une augmentation de taxation parce qu'ils ne sont pas à taux varié. Oui? Écoutez, moi, je voulais amener des petits compléments d'information pour Héberville Station parce qu'on est la seule municipalité il y a un montant à la hausse au niveau du coût, je pourrais dire, d'une fusion. C'est comme Rachel l'a mentionné, Héberville et Saint-Bruno sont à taux varié. C'est-à-dire que le taux résidentiel est différent que le taux commercial, industriel et 6 logements et plus. Nous, Héberville Station, le taux est unique, qui est à 1,3 pour cette année. Et puis, c'est tout immeuble, catégorie d'immeubles confondus. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que la flexibilité du conseil pour l'élaboration du budget est nulle. On n'est vraiment pas en mesure là, de jouer avec le taux de taxation sans que le résidentiel soit impacté, sans que le commerce. C'est vraiment très, très difficile au niveau de la flexibilité. Et en toute logique, au niveau de la fusion, nous devons de s'aligner avec les autres municipalités. Mais toutefois, nous, ça peut toucher une dizaine de commerces et industries à Héberville Station, mais ça ne veut pas dire que c'est peu qui ne sont pas importants. Alors, c'est sûr que le conseil provisoire pourrait, pour atténuer la hausse, il y a des outils fiscaux possibles, il y a des programmes ou politiques possibles pour amoindrir la charge de ces commerces et industries-là. Juste pour vous faire un petit calcul aussi, si une évaluation de commerce entre 150 000 et 210 000, ça peut aller pour une augmentation entre 600 à 1 100 $ de plus. Et aussi, il faut se dire aussi qu'à Héberville Station, nous, en tout cas, ça a donné comme ça cette année, on va être en dépôt du nouveau rôle en 2026. Alors, c'est pour cette raison-là qu'il y a des mesures d'atténuation qui est possible.
Et puis, c'est dans les objectifs aussi du conseil d'en prendre connaissance et de réfléchir à cela. Je voulais juste amener des propos. Merci, Marie-Ève. Nous poursuivons. Oui. C'est juste pour vous mentionner, si on reste au statu quo, si nous restons à taux unique pour Héberville Station, avec le dépôt de rôle aussi en plus en 2026, ça ne pourra pas coûter moins cher à notre population. Fait que c'est sûr que là, je vais défriser, là. Ça va être quelque chose. C'est déjà le cas en plus. Je pense que c'est comme les 3 municipalités. En fait, l'impact de la fusion sur les taux de taxes au niveau des résidences, vous avez un tableau là, où il y a 100 000, 150 000. Je vais vous donner juste pour une résidence un exemple d'une résidence de 250, la valeur d'une 250 000 $. On regarde pour Saint-Bruno. Avant le regroupement, c'est 2 558. Après le regroupement, c'est 2 500. Donc, il y a une économie de 58 $, 2,2 %. Au niveau d'Héberville, c'est 2 525. 2 500 après regroupement, on a une économie de 1 %, c'est-à-dire 25 $. Héberville Station, 2 575, 2 575 $, c'est-à-dire moins 2,9 %. Pour les immeubles 6 logements et plus, la valeur 250 000, encore une fois, qu'on va regarder. Avant regroupement, 2 711 pour Saint-Bruno. 2 650 après regroupement. Une économie de 61 $, donc 2,2 % Saint-Bruno. C'est toujours le même taux. Héberville, encore un immeuble de 250 000. Avant regroupement, 2 525. Après regroupement, 2 650. Pourquoi? Parce que le taux augmente dans ces cas-là. 125 $ de hausse, c'est-à-dire 5 %. Héberville Station, 250 000, encore un immeuble, 2 575. On passe à 2 650, une hausse de 75 $ de 2,9 %. Pour les commerces et industries, Saint-Bruno, au niveau du commercial, l'immeuble de 250 000 $ passe de 5 090 avant regroupement à 3 950 après regroupement, une économie de 1 140, moins 22,4 %. Au niveau de l'industriel Saint-Bruno, 250 000 encore, 5 191, 3 950, on a une économie encore de 23,9 %. Héberville, statu quo, c'est le même taux qu'on a utilisé pour faire nos calculs. Donc, vous voyez qu'actuellement, le taux industriel commercial à Héberville est beaucoup moins élevé qu'à Saint-Bruno. Héberville Station, 250 000, on passe de 2 575 à 3 950, donc une hausse de 1 375, 53,4 % d'augmentation. C'est un peu ce que vous expliquait Marie-Ève tout à l'heure. Au niveau du forestier et agricole, pour Saint-Bruno, on passe pour un immeuble de 250 000, comme je disais les autres fois, c'est plutôt rare, mais enfin, on passe de 2 558 à 2 500, une baisse de 2,2 %, 58 $. Héberville, 2 525 à 2 500, une baisse de 25 $, c'est-à-dire moins 1 %. Héberville Station, 2 575 à 2 500 $, une baisse de 75 $, c'est-à-dire 2,9 %. J'étais toujours dans la classe de 250 000, si vous avez bien vu. Les autres aspects financiers, chaque municipalité a ses propres aides financières. On vous disait tout à l'heure que le projet de loi 79, à propos de la neutralité financière, on vous l'expliquait par rapport aux subventions, les aides financières qui sont maintenues pendant 10 ans. Chaque municipalité a aussi ses surplus et réserves. Il reste ces éléments-là à voir, à savoir si les municipalités, les conseils des municipalités vont décider d'appliquer ces surplus et réserves-là dans chacun des territoires avant fusion
ou mettre ça en commun, il reste ces choses-là à établir. Il faut faire l'analyse des divers fonds là, pour pouvoir établir ces montants-là. Un exercice sur la possibilité de mettre en commun le service de la dette des 3 municipalités a été réalisé par les 3 administrations actuelles. La recommandation qui a été faite, c'est de mettre en commun le service de la dette, c'est-à-dire qu'on met la dette ensemble dans le budget en un. C'est l'exercice que nous avons fait lors de l'établissement du budget. C'est très difficile de venir prendre le service de la dette puis de s'arrêter à une année donnée. On faisait l'exercice pour 2024, on arrivait à un tel montant. En 2025, il y en avait un qui était plus élevé que l'autre, donc atteindre l'équilibre, c'est très difficile. De un, parce que la valeur des propriétés est très différente sur chacun de nos territoires, donc faire l'équilibre exact, c'est difficile. Donc, on a fait un tableau que vous avez devant vous, qui nous donne l'endettement de chacune des municipalités. Si on regarde ça, c'est en 2024. La dette totale en 2024 pour Saint-Bruno était de 11 450 635. Ça ne comprend pas la dette, c'est la dette nette. On avait une dette de secteur d'aqueduc de 3 926 242, ce qui fait une dette 100% à la charge de l'ensemble des contribuables de 7 524 393. La population est 2 936, donc ce qui fait une dette per capita de 2 563. Vous voyez que les montants sont plus élevés pour Saint-Bruno, mais quand on regarde les autres, la dette par personne est plus élevée. Donc, ça vous donne l'exemple. Vous avez l'endettement à la charge des municipalités pour Héberville Station, 5 288 000. On a une dette de secteur aqueduc de 977 609. Donc, ce qui fait une dette 100% à la charge de 4 310 483, avec une population de 1282, donc per capita, c'est 3 413. Et tant qu'à Héberville, 7 771 046, il n'y a pas de dette de secteur aqueduc, donc ça fait une dette 100% à la charge de 7 771 046 pour une population de 2 536 habitants, donc c'est 3 064 per capita. La moyenne des municipalités per capita, c'est 2 903. Quand on fait l'exercice 2024, on arrive à ça. Quand on fait l'exercice 2025, on arrive à 3 000 et même pour Saint-Bruno, j'arrivais plus élevé qu'Héberville Station, ou qu'Héberville. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a de la mouvance. Au niveau de l'évaluation imposable, vous voyez chacun des montants d'évaluation imposable des municipalités, ce qui nous amène à un taux par 100 $ d'évaluation. Quand on fait ce taux-là, par 100 $ d'évaluation pour une résidence, supposons pour Saint-Bruno, c'est 2,07 $. Pour Héberville Station, c'est 3,64 $. Et pour Héberville, c'est 2,60 $. Donc, c'est le tableau que nous explique. J'aimerais faire un petit complément d'information. Oui. Quand Rachel vous dit que ce n'est pas un exercice facile, prenez exemple, les rôles d'évaluation, on est tous à des années différentes. Héberville, on vient de changer de rôle au 1er janvier 2025. Et quand on vient faire l'exercice, je ne vous cacherai pas que les chiffres, ça varie d'un bord et de l'autre. Fait que faire des bases comparatives, c'est excessivement difficile. Mais en même temps, la beauté de la chose, c'est quand on fait une analyse en fonction de paramètres 2024, on se rend compte que c'est similaire d'une municipalité à l'autre. On entendait souvent, de la part de nos populations respectives, ça coûte plus cher à telle place, Héberville Station, ça coûte moins cher. Vous avez le portrait réel. Vous avez le coût par avant les fusions, c'était combien par 100 $. Vous avez après ce que ça donne. Vous êtes à même de constater que c'était similaire, mis à part Saint-Bruno qui était plus cher au point de vue du commercial et de l'industriel par rapport aux autres. Héberville Station moins cher parce qu'il n'était pas à taux varié. Mais vous êtes en mesure d'apprécier à quoi ça ressemblait le portrait financier. Il y a un autre élément qu'on n'a pas abordé et que je tiens à souligner,
dans le budget qu'on vous a présenté, où je vous disais tout à l'heure que c'est mineur, le 3,75 ou 527 000 d'économies, il y a un élément fondamental qui n'est pas tenu en compte. Une fusion permet d'avoir des ressources dédiées au développement qui vont pouvoir présenter des demandes de subventions dans les divers programmes gouvernementaux, ce qui n'est pas le cas présentement. On manque de ressources, on manque de moyens et on passe à côté de multitudes de subventions parce qu'on n'est pas capable de les présenter. Quand on va avoir une municipalité regroupée, bien, tous les programmes vont être explorés, puis chaque fois qu'il va y avoir une opportunité, on va déposer des demandes, et inévitablement, ça va conduire par des plus grandes subventions qu'on va pouvoir appliquer dans les services aux citoyens. Que ce soit pour les routes, que ce soit pour l'eau potable, l'eau usée, on va en bénéficier. Et ça, c'est pas à négliger également. Ça complète votre présentation, Mme Bourget. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au statut qu'aurait la nouvelle municipalité et le nom. Je redonne la parole au maire. M. Richard. Alors, chacune des municipalités a sa propre dénomination. Alors, la proposition du comité, c'est que la nouvelle municipalité s'appellerait Héberville, pour des raisons bien sûr historiques. Héberville, paroisse mère et berceau du lac Saint-Jean. Il existe déjà 2 Héberville, Héberville et Héberville Station. Et pour ce qui est de Saint-Bruno, des fois, il y a une confusion au niveau provincial, parce qu'il y en a 4. Alors, la recommandation que ça fait le comité, c'est que la nouvelle municipalité s'appelle Héberville. Merci beaucoup, M. Richard. Là-dessus se complète donc la présentation des travaux jusqu'à maintenant pour ce qui est de l'étude d'opportunité. On vous rappelle que ce n'est pas final, ce n'est pas terminé. Vos commentaires, vos suggestions tout à l'heure vont venir alimenter la réflexion du comité. Mais vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui se passe à partir de ce soir, qu'est-ce que le comité va faire, quelles sont les prochaines étapes. Je vais redonner la parole à David Thibault du ministère qui va nous expliquer tout cela. Oui, donc si les 3 municipalités décident de poursuivre la démarche, on peut s'imaginer l'échéancier qui apparaît à l'écran. On a vu tantôt, quand j'ai parlé des différentes rencontres qui ont eu lieu là, jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a eu beaucoup d'heures, beaucoup de temps qui a été mis par les membres du comité, mais il en reste par contre à faire pour en venir à la fusion en tant que telle. Donc on peut s'imaginer que les mois de juin et juillet serviraient à préparer donc, la demande commune de regroupement, le document dont je vous parlais tantôt. Donc les 3 conseils municipaux devraient s'entendre sur les éléments à intégrer. Pour en arriver au mois d'août, à présenter un avis de motion puis le dépôt du projet de règlement. Parce que la demande commune s'adopte comme un règlement normal. Donc, on précédait de l'avis de motion puis du dépôt du projet de règlement. Pour en arriver en septembre à l'adoption formelle de la demande commune par les 3 municipalités. Donc, les 3 municipalités, lors de leur conseil du mois de septembre, adopteraient en parallèle exactement le même document, le même règlement. À la suite de l'adoption de cette demande commune-là, il y a une période de consultation qui est prévue à la loi. Donc, premièrement, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est aurait à se positionner sur la demande commune, donc donner son avis. La commission de toponymie aussi aurait à donner son avis sur le nom qui est proposé dans la demande commune, le nom de la nouvelle municipalité. Évidemment, si c'est Héberville qui est retenu, il ne devrait pas y avoir de problème vu que c'est déjà utilisé. Et finalement, les personnes intéressées vont pouvoir aussi s'exprimer. Donc, qu'est-ce qu'on entend par personne intéressée? Bien, c'est pas mal tout le monde qui va vivre la fusion. Donc, qu'est-ce qui va se passer après l'adoption du règlement? La demande commune va être publiée intégralement dans un journal, c'est ce que prévoit la loi, puis ça va être indiqué que les personnes intéressées ont 30 jours pour écrire à la ministre des Affaires municipales leur opinion sur la demande commune. Donc, que ce soit pour dire bravo ou que ce soit pour dire je suis contre, bien, vous avez l'occasion de le faire pendant 30 jours. À la suite de cette consultation-là, la ministre prend une décision, mais elle peut intervenir aussi de différentes manières. Donc, elle pourrait exiger, par exemple, un référendum. Donc, elle pourrait dire « J'exige un référendum dans l'ensemble des 3 municipalités » ou bien dans une municipalité ou dans 2 municipalités, tout dépendant d'où vient, par exemple, l'opposition qu'elle aurait constatée durant la période de consultation. Elle pourrait aussi exiger une audience publique tenue par la Commission municipale du Québec sur la demande commune de regroupement. Donc, comment ça se passe? C'est un juge nommé par la Commission municipale du Québec, la CMQ, qui préside une audience publique
où tout le monde est invité à venir s'exprimer par rapport à la demande commune de regroupement. Les citoyens, les organismes communautaires, les entreprises, peu importe, tout le monde est invité lors de ces séances-là. Puis comment ça se termine, c'est que le juge produit un rapport qu'il dépose à la ministre des Affaires municipales, elle en prend connaissance, puis ensuite elle donne sa décision. Donc, il y a eu des audiences, il n'y a pas eu de référendum. Dans le fond, il y a eu des regroupements, des fusions qui se sont concrétisés au cours des 2 dernières années. Depuis 2023, il y en a eu 5. Dans aucun cas, la ministre a exigé un référendum, mais dans 2 cas, elle a exigé une audience publique de la CMQ. Sinon, au final, elle décide elle peut refuser la demande, ou bien si elle donne suite à la demande, elle recommande au Conseil des ministres de prendre un décret de regroupement. Et ce faisant, la nouvelle municipalité entre en vigueur, dans le fond, la fusion entre en vigueur lors de la publication du décret de regroupement à la Gazette officielle du Québec. On en a parlé déjà, le PAFREM, donc le Programme d'aide financière au regroupement municipal. Mais l'idée, c'est qu'on sait qu'une fusion municipale, ça engendre des coûts extraordinaires. Puis le PAFREM sert à absorber finalement ces coûts-là. Comment que ça fonctionne, c'est qu'il y a une subvention de base, puis il y a une subvention aussi per capita. Donc là, on a fait le calcul pour l'année 2025, selon le décret de population 2025. Si la fusion entre en vigueur à une année ultérieure, ça va se réajuster, mais ça devrait tourner autour de 1 357 269 $ répartis sur 3 ans. Donc la première année, on dépose 50 %, la deuxième année 30 %, la troisième année 20 %. Donc, c'est un programme qui est qui est quand même assez souple, dans le sens où cet argent-là, on sait que ça coûte quelque chose, la fusion. Donc, elle peut servir à harmoniser, par exemple, la réglementation municipale, à avoir un nouveau site web, les postes informatiques, donc tout ce qui est relié à la fusion, le montant peut être utilisé. Et finalement, on en a déjà parlé aussi un petit peu de la mesure de neutralité financière. Je veux donner peut-être plus de détails là-dessus. En fait, c'est nouveau, cette mesure-là, qui est prévu à la loi. Ça date de mars dernier. Ce que ça vient préciser, c'est que c'est prévu que les aides gouvernementales que les municipalités recevaient avant le regroupement, ils demeurent à la nouvelle municipalité fusionnée. Donc, Rachel donnait l'exemple de la péréquation. Donc, si Saint-Bruno reçoit 125 000 $ de péréquation pour 2025, la nouvelle municipalité fusionnée s'assure de recevoir au moins 125 000 $ pour les 10 prochaines années. On l'a vu aussi avec la hausse des services de la SQ. Il y a une mesure, là, la disposition ne s'applique pas parce que là, c'est les municipalités qui payent pour le service. Mais il y a une mesure de neutralité financière qui est appliquée, mais ça engendre quand même une hausse. La hausse aurait été plus élevée sans cette mesure de neutralité-là dans le programme de la SQ. Donc, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas ces mesures-là, mais il était intégré dans chacun des programmes de chacun des ministères. Donc, il fallait vérifier l'impact du regroupement pour chaque programme, que ce soit pour le ministère des Affaires municipales, pour le ministère des Transports. Donc, c'est du cas par cas. Il y en avait sur 10 ans, il y en avait sur 12 ans, sur 8 ans. Et là, ce qui est nouveau, en bref, c'est que c'est enchâssé à la loi. Ça concerne tous les programmes d'aide financière. C'est sur 10 ans. Puis, c'est une mesure, finalement, qu'on appelle parapluie. Ça assure la prévisibilité aux municipalités. Merci beaucoup, David. C'est là-dessus que se conclut la présentation. On va bien sûr vous donner la parole avec la période de questions dans 3-4 minutes, le temps d'installer le micro dans la salle. On est nombreux, donc histoire qu'on puisse entendre vos questions, vos commentaires et que les gens, surtout à l'avant, puissent bien les entendre pour vous répondre.